Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc nous sommes le 1er mai aujourd'hui. Si vous écoutez ça sur, Spotify, l'épisode est aussi sur YouTube. Ça sera quasiment préférable de l'écouter sur YouTube parce que je vais essayer de partager des petits, captures d'écran et cetera pour que vous puissiez, mieux suivre. Aujourd'hui, on va parler de IPO. IPO, c'est donc IPO, qui est en fait, Initial Public Offering, donc c'est quand une entreprise rentre en bourse. Alors personnellement, je n'achète pas de IPO. On va déjà le dire tout de suite. Je vais faire petite parenthèse là-dessus. Hem, à l'époque, il y avait beaucoup d'influenceurs qui vantaient les mérites de certains produits, certaines protéines, certaines choses. Après, on a les influenceurs financiers qui là, eux, vont vous parler de nouvelles actions, de crypto-monnaies, de choses pour faire le plus d'argent rapidement. Maintenant, ce que je reproche, c'est qu'on est plusieurs maintenant à faire un petit peu ce que je fais, c'est-à-dire dans la même veine. Où là, ça va être, de parler d'entreprise, de timer le marché, de dire qu'eux ont battu le marché. On le voit pas, on l'a jamais vu. On sait pas combien ils ont, on sait pas combien ils ont fait. C'est ça un peu que je reproche maintenant, c'est que plus il y a de monde, moins il y a de barrières à l'entrée. Vu qu'on n'est pas régi par, l'AMF, on a la majeure ceux qui ont fait ça, les autres comme moi n'ont pas leur permis de l'autorité des marchés financiers, ce qui va amener à justement mettre, ceci n'est pas un conseil d'investissement, mais un peu comme dire: «Je suis pas raciste, mais» bah, là, c'est pareil, c'est pas un conseil d'investissement, mais tu devrais regarder telle compagnie, voilà. Eux ne l'achètent pas ou s'ils le font, ils ne le disent pas et on sait pas les montants. Donc c'est un petit peu ça que je reproche et c'est pour ça que je disais justement à ma blonde la fois passée, je sais que mon podcast dépassera jamais des X nombre de milliers de vues. Pourquoi? Parce que c'est simple. Parce que c'est de se dire: «Je vais investir dans des fonds négociés en bourse, je veux me faire une bonne base dans les ETF, dans les FNB. Une fois que j'ai une bonne base, je peux commencer à m'amuser, je peux commencer à mettre 5 de mon portefeuille, 10 de mon portefeuille quand j'ai atteint certains paliers» et c'est pas sexy, je le conçois. C'est comme pour être en shape. Si je te dis, bah, il y a des podcasts qui vont dire: «Tu vas faire ça, prends telle pilule, prends des peptides, des stéroïdes, de la créatine, fais ça, puis tu vas voir dans 6 semaines, tu auras un six pack». Bah, ils vont peut-être avoir beaucoup plus d'écoute parce que les gens, ils sont comme: «Oh, ça a attiré, c'est rapide, c'est facile». Les gens, ils pensent que si j'écoute, ça va marcher. Je sens faire d'efforts, versus un coach qui va dire: «Bah, faut que tu ailles au gym, faut que tu aies une alimentation, faut que tu payes un petit peu plus cher ta bouffe à l'épicerie parce que telle chose». C'est moins sexy, ça vendra moins. Donc c'est un petit peu ça le reproche, puis je fais très attention quand je parle de IPO et je vous le dis, c'est ce que je dis à ma blonde, je dis: «J'espère que les gens vont pas croire que c'est de la jalousie parce que ça ne l'est pas». C'est cool d'avoir des vues parce qu'on est monétisé. Donc automatiquement, quand tu es monétisé, plus tu as de vues, plus tu fais d'argent. Sauf que au détriment de quoi? C'est là la question. Donc, je parle d'IPO, mais c'est à prendre avec des pincettes. J'en parle parce qu'il y a SpaceX qui va rentrer. Pour moi, c'est un gros IPO qui est un peu différent des autres qui est arrivé. SpaceX devrait arriver, donc, ça peut être tentant. J'ai pris mon ordi aussi parce que je me suis pris des notes, bien entendu. Donc, c'est pas une formule miracle d'investir dans une business en particulier. Comme j'ai dit, vous avez, je sais pas, 150 000, 200 000, 500 000 ou vous avez un gros fonds de pension, vous allez avoir un héritage, vous avez des blocs immobiliers, puis tu dis: «Eh moi je veux m'amuser, je vais mettre, 5 de mon portefeuille dans le nouvel IPO qui va sortir». Fine, j'ai pas de problème. Ce que je trouve maintenant difficile, c'est et délicat, c'est les gens qui vont conseiller: «Tu devrais acheter ça, tu devrais acheter ça, tu devrais faire ça». Je l'avais dit la fois passée, j'avais fait un podcast sur les fonds tout en un où c'est ce qu'on conseille le plus facilement, «Hey, VUQT, ouais, investis en VUQT». Mais non, la personne a 63 ans, elle veut prendre sa retraite dans 3 ans ou la personne a 35 ans, elle a un CELIAP, elle veut acheter l'année prochaine, elle demande dans quoi mettre son argent. On lui dit pas VUQT. C'est surtout un peu ça que je reproche. Bref, je vous donne quelques stats qui sont très importantes parce que les IPO ont souvent la même allure au début. OK? Donc on va avoir une montée et une descente. OK? Donc il y a un hype et cetera, ce qui est tout à fait normal. Habituellement, le premier jour, on a une montée de 15 à 20 en moyenne. Donc s on va prendre un cas fictif, SpaceX arrive, 15 à 20 en moyenne. Donc après un an, ce qui est intéressant à savoir, c'est que la majorité des IPO sous-performent le marché et sur 3 à 5 ans, plus de 60 des IPO sous-performent le S&P 500. Je vais vous en parler tantôt avec une action. Il y a un taux d'échec élevé, donc il y a beaucoup d'entreprises IPO qui disparaissent, qui stagnent, qui s'en vont sur le OTC, donc un autre type de bourse, qui se tombent dans des penny stocks ou qui sortent tout simplement. Donc pourquoi ça monte au début? Bah, c'est facile, un hype.
Il y a du marketing, on s'entend, tout le monde attend ça avec impatience et on se dit: «Cette compagnie-là, je pouvais pas l'acheter». Il y a un peu comme un interdit. Il y a l'interdit de se dire: Je peux pas être actionnaire de Uber, je peux pas être actionnaire de peu importe quoi» et là, ils arrivent sur le marché. Waouh! C'est ma chance de pouvoir l'acheter, tout le monde va l'acheter, c'est tellement la mine d'or. Donc le fait qu'il y ait une petite interdiction qu'on ne peut pas, c'est là qu'on se dit: «Oh, quand je vais pouvoir, là, je vais l'acheter». Donc il y a une offre qui se vient, les gens sont contents, ils achètent. Puis il y a le FOMO, donc la fear of missing out. Les gens se disent: «Je veux pas manquer l'opportunité d'avoir ça dans mon portefeuille». Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? On va voir. Il y a des risques, les entreprises sont pas tout le temps rentables. C'est pas parce que tu t'en vas en IPO que tu es rentable et souvent, il y a, une hyper croissance. Donc on voit vraiment qu'il y a une accélération de leur croissance et là, tout le monde se dit: «Ah, c'est live que j'y vais». Sauf que ça se passe pas tout le temps comme ça. L'IPO, c'est pas automatique que, la compagnie arrive en bourse, donc c'est une opportunité d'achat. Moi, personnellement, je préfère attendre un petit peu pour que voir la compagnie, comment elle s'installe, les marchés et cetera. Mais encore là, c'est mon avis, ça c'est mon avis, c'est pas une recommandation, mais je préfère attendre 1 an avant d'acheter. L'IPO, habituellement, ça va être des compagnies qui sont quand même déjà solides. Donc, c'est des compagnies privées, des grosses entreprises privées qui arrivent en bourse. Souvent, elles sont rentables et donc leur modèle d'affaires fonctionne bien si elles arrivent en bourse. Je vous en donne quelques-uns, donc ça va aller très rapide. Hem, Facebook, arrivé en 2012, qui est rendu Meta. Le premier mois, Facebook a fait -20. Après 1 an, on était à -30. Et 10 ans plus tard, on est à 400 à 500 indépendamment quand est-ce que vous allez regarder ça. Donc, mauvais départ. Par contre, Facebook a été une mine d'or. Moi, j'en ai à peu près 3-4 dans mon portefeuille. C'est l'un de mes plus hauts rendements au niveau pourcentage, donc j'en suis très, très content. On a eu Tesla, que vous connaissez aussi, un IPO qui a commencé à 17 l'action. Premier mois, ça a explosé, hein, donc on a été à plus 40. Après 1 an, on était aux alentours de 30 et en 10 ans, on est à 10 000 d'augmentation. Donc, c'est l'exception extrême. Et je parle de Tesla parce que je trouve ça intéressant avec SpaceX, parce qu'on s'entend qu'il y a une grosse corrélation entre les deux. Donc, est-ce que SpaceX va être la même chose? Je ne le sais pas. Je ne m'avance pas, je ne le sais pas. Puis après, je vais vous parler de ça aussi, de comment savoir ce genre de choses. En fait, les dizaines de différents facteurs pour timer une entreprise. On a eu Google en 2004, donc il y a une vingtaine d'années. Premier mois, plus 20%. 1 an après, on était à plus ou moins 100%. Et 10 ans après, on est à 1000%. C'était un des meilleurs cas ever au niveau de l'investissement. On a eu Uber ou Uber, appelez-le comme vous voulez. Premier mois, moins 10. Ensuite, ça a chuté de 30 et là, il y a eu un gros pic, une grosse descente. Je vais essayer de vous le mettre, si vous êtes sur YouTube, vous allez pouvoir le regarder. Par contre, 5 ans après, on est à plus 80. Ce qui est intéressant, OK? Donc on fait 80 divisé par 5, hein, bien entendu, pas de 80 annuellement. C'est très bien. Beaucoup de monde attendait l'arrivée en bourse de Uber. Peut-être qu'en 2019, vous n'y étiez pas. Il y a beaucoup de monde qui m'écoute, qui ont commencé dans les années après la covid. Moi, j'y étais, donc je l'ai vu arriver. Puis on en a parlé beaucoup de Uber. C'est intéressant, puis j'ai hâte de voir la suite, de ce que ça va donner parce que, bah, il y a eu une belle remontée, à voir la suite. J'ai hâte de suivre cette action, c'est une action que je suis beaucoup. Ensuite, il y a eu Rivian, donc Rivian en 2021. C'est des entreprises, de voitures électriques. Premier mois, plus 30, ça a bien marché. Au bout d'1 an, moins 70 et au bout de 3 ans, moins 91. On a eu Lyft, que tout le monde attendait aussi. C'est des scooters électriques à louer, un peu comme du Uber, mais avec des scooters. Au bout d'1 an, moins 60. Au bout de 3 ans, moins 80. On a eu Snapchat, que vous connaissez aussi si vous avez en plus des enfants. Au bout d'1 an, moins 50. Gros pic après quelques mois, pareil, grosse descente, gros pic, ça redescend, ça remonte un petit peu et c'est une question que je pose beaucoup, c'est quoi votre plan de match avec l'IPO? Prenons SpaceX, c'est quoi ton plan de match? Ça vous prend un prix d'entrée, donc l'IPO, ça vous le décidez pas, ça va être décidé, l'entrée en bourse arrive, ils ont un prix fixe, disons 20. Je mets 1000 là-dedans. C'est quoi ma perte que je suis prêt à prendre? Ou est-ce que je dis: «Hey, c'est quoi? C'est 1 000 que je suis prêt à perdre, donc pas de plan». Genre, vraiment on y va, free for all, tiens, je rentre,
puis, let's go, ça marche, ça marche, ça marche pas, ça marche pas. Si vous mettez des bons montants dans des business que vous investissez, ça vous prend un prix donc d'achat qui va être votre prix, que vous n'avez pas le choix de déterminer, il est là, vous achetez au prix du marché. Ensuite, soit un take profit, donc mon action a monté de X temps de dollars, je suis content. Ça peut être un take profit en plusieurs étapes. Donc par exemple, j'ai acheté à 20 l'action, l'action arrive à 30 je suis content, j'ai fait un bon rendement. Je peux sortir la moitié de mon rendement puis laisser les gains courir, c'est ce qu'on appelle sur le marché, on dit: «Je vais laisser mes gains courir». Donc ça va continuer à monter. À l'inverse, ça chute, j'ai acheté à 20, c'est rendu à 15, c'était mon stop loss. Bah, je sors mon argent, je prends ma perte, puis ça fait partie du jeu. On va le voir après, il y a plein de facteurs qui déterminent, qui en fait, qui ne déterminent pas, qu'il y a trop de facteurs qui peuvent influencer le prix et la direction du marché des compagnies. Donc qu'est-ce que je fais? Puis ça peut être aussi à réévaluer. Bon, bah, je me mets pas un stop loss, mais j'ai acheté à 20, je me mets une évaluation à 17. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que la compagnie va mal ou est-ce que, bah, non, c'est normal qu'elle soit 17 parce que le secteur en particulier, mettons, j'ai acheté une compagnie pétrolière, le secteur du pétrole va mal. On le sait que c'est cyclique. Bon, c'est correct. À l'inverse, non, c'est juste cette compagnie-là parce qu'il y a eu un changement de direction. Il y a eu, peu importe ce qui s'est passé dans la compagnie, des grosses pertes, un investissement qui a pas marché. Bon, bah, ouais, je pense que ça va mal. Je vais sortir de mon investissement. Donc, avant d'acheter une business, vous le savez si vous m'écoutez, je veux déterminer donc mon take profit, je vais déterminer mon stop loss et je vais déterminer aussi bien ma durée de mon horizon de placement. Je l'achète pour 5 ans. Au bout de 5 ans, je réévalue. Donc, mmh, puis notez-le vous maintenant, moi j'utilise TradingView que vous voyez quand je partage. On peut annoter. C'est gratuit, TradingView c'est gratuit. J'annote ce que j'ai envie. Ah bah tiens, voici mon plan. C'est nice de revenir quelques mois, quelques années après pour voir ça. Les les compagnies que tout le monde connaît, ce que ça montre, c'est que ça peut perdre aussi 50-80 et plus. On l'a vu avec des compagnies canadiennes aussi que je nommerai pas, mais bah, il y en a des Molson, on a des Air Canada, ce genre de compagnies-là qui, ça a pas été terrible. Comment déterminer la compagnie? Je vous le disais tantôt, les facteurs. On peut regarder les états financiers. C'est une chose. Je peux regarder le graphique, donc il y a l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Et c'est une des raisons pourquoi après 6 ans de trading, donc de 2014 à 2020, je me suis dit: «Hey, tu sais quoi? C'est pas qu'il c'est pas qu'il y a de la chance, mais tout le monde faisait de l'argent, on était sur un marché haussier. Tu avais 2 chances sur 3, il y a 2 jours sur 3 qui sont positifs, donc évidemment, je me sentais des fois comme un héros, mais tout montait. Puis c'est pour ça qu'après quand je regardais mes gains, je revenais voir, mettons j'avais acheté, Roku, la compagnie ROKU, j'avais fait des bons gains, là j'avais acheté une autre compagnie, puis là je faisais des moves, sur, TELUS à l'époque, Carrier et tout. Puis je revenais quelques mois après, j'étais comme j'ai sorti, j'avais mon take profit ou mon horizon de placement. Moi, j'avais pas vraiment d'horizon de placement, mais c'était vraiment des take profit que j'avais, je me mettais. C'était du swing, donc c'est quelques semaines, quelques mois. Puis je regardais, je revenais genre un an après, puis je revenais, j'étais comme: «En fait, si j'avais laissé mon argent, j'en aurais fait ben plus». Parce que la compagnie, elle a juste continué de monter. On était dans des comme on l'est encore, hein. C'était l'eldorado. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Il y avait des petites chutes. Par contre, trader dans des marchés baissiers, quand il y a des chutes comme là de 20 qu'on a eu, là, c'est plus difficile parce qu'à chaque jour, ça descend. Donc là, tu quand même tout le marché descend. Là, on était dans un marché haussier. Donc, on peut regarder le graphique. Il y a des analyses graphiques qu'on peut faire. On a déjà parlé des moyennes mobiles, on a déjà parlé des triangles, on a déjà parlé des points pivots. J'ai une petite formation sur le swing trading d'ailleurs, ce qui va vous donner des pourcentages de chances de gain. Mais en bout de ligne, pourquoi j'en fais plus? Parce que le temps que j'investissais là-dedans, à essayer de timer le marché, bah, pas timer, mais de trouver la bonne compagnie pour quelques semaines, pour faire 8, bah, je me dis: «Bah, je peux juste le laisser là, puis ce temps-là, je vais l'investir soit aller faire plus d'argent ailleurs, OK? Ou le passer avec mes enfants, ma famille, faire des activités que j'aime». Donc bon, les graphiques, on peut regarder les états financiers, encore faut-il les lire. C'est pas très compliqué les états financiers, mais quand même, faut savoir les lire. Un autre chose qui va importer beaucoup d'une business, c'est le conseil d'administration. Qui est le conseil d'administration? Qui est le président? J'ai vu hier une voiture, sur la route, une Tesla, puis le T de Tesla en arrière, la personne avait rajouté Oyota, donc Toyota. Puis sur le à droite, quand je suis passé, c'était, j'ai acheté cette Tesla avant que pas Trump, Elon Musk ne devienne fou. Ça m'a fait rire
petite parenthèse, mais je me disais: «Si tu commences à faire ça pour, Elon Musk», honnêtement Elon Musk, j'en ai rien à faire de cette personne-là, elle me fait ni chaud ni froid. Beh, commence à regarder tout ce que tu achètes dans chaque boutique que tu vas, dans chaque magasin, chaque marque que tu achètes. Par contre, toi, d'acheter des Nike qui sont faites, ou des ballons, qui sont faites en Chine avec des enfants qui travaillent à 4 pattes, ou manger des noix, je sais pas si tu as déjà vu comment c'est fait, des les noix de cajou, je pense, ou les madames qui font ça dans ces pays-là, je pense que c'est en Inde. Il y a comme un acide dans les coquilles, les qu'on des noix qu'elles ont les mains comme toutes brûlées. Donc ce que je déteste dans la vie beaucoup, c'est les doubles standards. Tu sais, c'est soit consistant dans tout ce que tu fais. Donc, si tu dis que tu vises Elon Musk, bah, fais ça partout parce que sinon, c'est que tu choisis un peu le subway. Mon frère qui appelle ça comme ça avec les religions subway, c'est ça m'arrange, je le prends, ça m'arrange pas, je le prends pas. Et puis je vise pas de religion en particulier, il y en a, ils font pas mal tout ça. Pour garder mon point, je vais prendre cet argument-là, mais même si cet argument-là est contre moi, ah bah, celui-là, je vais le laisser de côté pour le moment. On fait attention à ça. Donc, conseil d'administration a un gros impact aussi. Le changement de leadership, ça a un gros impact. On parle aussi des dettes de la compagnie. On parle du ratio de dividendes. J'en ai parlé sur les compagnies à dividendes, le podcast passé, où est-ce que je vous parlais justement du ratio de dividendes. Donc, faut le regarder ça aussi. Est-ce que la compagnie s'endette pour payer des dividendes, et cetera? On a le P/E ratio. Est-ce que la compagnie est surévaluée, sous-évaluée ou évaluée à juste titre? Et ça aussi, c'est pas un c'est pas un deal breaker où: «Ah, la compagnie est sous-évaluée, je l'achète». Mais ça non, pas du tout. Il y a des gens qui vont acheter, on parlait de marques et cetera, qui vont acheter des vêtements de marque pour acheter des vêtements de marque parce qu'il y a un petit logo différent, que la qualité est la même. Moi, je fais pas ça, je vois aucune plus-value d'acheter des vêtements de marque parce qu'il y a un logo dessus, mais il y en a beaucoup qui vont dire: «Hey, moi, je veux avoir l'air sharp, je vais m'acheter des vêtements de marque» ou parce qu'ils aiment la mode. Je sais pas pourquoi. On parle de montres, j'ai pas de montre non plus, mais il y en a qui vont acheter une montre parce qu'ils vont me dire que c'est un investissement. Bon, j'ai vu mieux comme investissement, mais ils vont acheter une montre parce qu'ils veulent la nouvelle Rolex ou la nouvelle, je sais même pas les marques. Donc il y a ça aussi qu'il faut regarder. OK, est-ce que la compagnie, le P/E ratio, sous-évalué, surévalué ou pas? Mais c'est pas parce que la compagnie est surévaluée qu'elle va arrêter de monter. Ça a même en fait aucun rapport. Ensuite, je vous le disais tantôt, je choisis une compagnie. Tantôt, je vous disais une compagnie pétrolière. Faut que je regarde, le secteur. Est-ce que le secteur va bien? Est-ce que le secteur va mal? Est-ce que le marché au complet va mal? Est-ce que c'est cette compagnie-là qui va mal? Est-ce que c'est le pays qui va mal? Donc, toutes ces petites choses comme ça qu'il faut regarder. Je dis aussi le pays, la géopolitique. Est-ce qu'il y a une guerre? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'en vient? Est-ce qu'il y a l'inflation qui est ultra élevée? Est-ce qu'il y a la Covid, une pandémie mondiale? Bref, l'économie globale, faut la regarder. Et en plus, les compagnies dans lesquelles on va investir, comme SpaceX, et cetera, on ne sait pas leur technologie ou les nouveaux produits qui s'en viennent. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il y a tellement de facteurs pour dire: «Je vais investir là-dedans». Des fois, c'est souvent trop tard. Il y a tellement de délits d'initiés aussi et c'est pas pardonnable pour moi un délit d'initié, donc c'est-à-dire de que tous les amis soient au courant avant que ça arrive, donc eux, ils ont déjà se sont déjà graissé la patte. On l'a vu avec le cannabis au Canada quand c'est arrivé. Tous les proches des libéraux avaient déjà acheté les permis, ils avaient déjà des fermes d'hydroponique et cetera. Puis quand le prix du cannabis est arrivé en bourse, c'était un gros flop. Les gens ont perdu de l'argent parce que ceux qui devaient faire de l'argent avaient eu des délits d'initiés avant, avaient eu l'information privilégiée avant et ils le faisaient. Et en même temps, quelqu'un m'a dit ça la fois passée, si toi tu avais accès à cette information-là, tu le dirais pas à ta famille? Mettons là, tu es président d'une grosse boîte, une grosse entreprise, puis tu sais qu'il va arriver quelque chose et que vous allez signer un gros contrat avec telle compagnie. Est-ce que tu le dirais pas, non? Je La question se pose, est-ce que tu le dirais pas à ton beau-frère, à ton ami, à ton meilleur ami, à ton collègue, avec qui tu es super proche ou donc c'est ça un peu qu'il faut regarder. Je vous ai parlé de NIO aussi, c'est une compagnie que j'ai achetée en 2021 et j'avais placé pour 1000 je vais terminer avec ça. J'avais placé pour 1 234. Donc si je termine avec le IPO pour finir la boucle, hem, oui, on peut investir dans un IPO, c'est bon ou pas, ça va dépendre de la business, mais faites-vous un plan de match, tout simplement. Si vous avez un plan de dire: «J'achète à ce niveau-là, je redétermine dans 1 an, combien de temps je suis prêt à le garder?»
c'est quoi la perte que je suis prêt à prendre? Est-ce que ça va à 0 puis c'est correct? Ou est-ce que non, j'attends de prendre mon take profit? Quand j'atteins le prix que je voulais avoir, 50 de rendement, ben cool, je prends 80 de mes gains, puis le reste, je le laisse là. On ne sait jamais où est-ce que ça peut aller. Donc je vous avais parlé de NIO, qui est un peu un IPO que j'avais fait. J'avais mis 1 234 dans mon CELI, qui était pas beaucoup. Mon CELI à date est 200 et quelques mille. Avant, il était moins que ça en 2021, il était pas aussi haut que ça, mais j'avais mis 1 000 pour dire: «Hey, je veux le garder une couple d'années. Ça peut monter, je veux le garder», mais j'avais pu rajouter du tout. C'est j'achète une fois, puis j'attends et je vais vous le montrer sur l'image, vous allez voir à quel point j'ai acheté quasiment le plus haut que je pouvais pas acheter et ensuite ça a été la chute, la chute, la chute, puis je l'ai laissé là dans le sens que j'aime, vous savez à quel point je veux être transparent avec les gens, puis montrer que dans mon portefeuille, j'ai pas juste du vert. Mon portefeuille est positif, oui, mais on n'est pas, on fait aussi des mauvais coups. Si ça avait bien été, peut-être que je l'aurais gardé, puis regardez comment je suis trop hot, j'ai réussi à trouver la compagnie de la perle rare, mais ça n'a pas été le cas. J'ai placé 1 234, j'ai vécu une chute de 90, ce qui il me restait 118 $. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un coût de renonciation et un coût d'opportunité. C'est que si j'avais placé ce 1 234 $ en 2021, en janvier 2021, au lieu d'acheter NIO et que j'avais placé ce 1 234 dans le S&P 500, fonds le plus connu, qui a fait en 5 ans 14,08 versus mon moins 90, eh bien, j'aurais mon 1 234 serait devenu 2 884. J'aurais doublé mon argent. Alors que là, mon 1 234 est devenu 118 $. Donc, vous voyez le manque à gagner, c'est environ 2000, un peu plus que 2000 $ sur 5 ans. C'est pas énorme, 2000 $ sur 5 ans, mais il y a quand même un coût d'opportunité. Donc là, j'ai vendu NIO aujourd'hui, le 1er mai. J'étais tanné, j'ai dit: «Ah, tu sais quoi? C'est bon, je vends ça, je veux plus le voir». Les gens ont vu que je l'avais, puis j'ai assez montré que mon compte pour dire que j'ai perdu de l'argent avec NIO, que j'ai acheté au plus haut niveau, puis peu importe. En terminant, je vais vous montrer les chutes. Je vais vous mettre à l'écran aussi. Si j'ai une perte de 5, OK, ça va me prendre 5,3 de hausse pour revenir break-even. OK, parce que souvent les gens ils pensent: «J'ai perdu 5, j'ai perdu 10, ça me prend 10 de montée». Non, marche pas comme ça. Si je perds 10, ça me prend un retour après de 11 à monter et plus on descend en pourcentage, plus l'écart se creuse de pourcentage de gain à réaliser pour revenir au top. Le plus extrême que j'ai, c'est moins 90, qui est mon cas avec NIO. Ça prendrait que NIO remonte de 900 avant de récupérer mon 1 234 $. Donc là, 5 ans après, moi j'étais à moins 90. Combien ça va prendre d'années avant que je puisse peut-être espérer de récupérer mon 1 234? Vous êtes comme moi au courant, vous faites l'épicerie, que 1 200 balles de 2021 n'est plus le 1 200 $ d'aujourd'hui, en 2026. Donc c'est ça que je parle, il faut tout prendre en considération. Donc j'ai décidé de vendre NIO, je suis très content et n'oubliez pas de surtout si vous vous amusez un petit peu avec un pourcentage de votre portefeuille et si par contre vous considérez que vous voulez acheter des actions individuelles puis que c'est votre trip de le faire puis que si vous regardez ça, vous suivez l'économie, vous connaissez ça vraiment, fine. Il y a assez d'arguments en ligne, je vous ai aussi déjà assez donné d'arguments pour ne pas le faire, mais si vous le faites, moi, ça change rien à ma vie, en fait. C'est ce que j'essaie d'expliquer des fois. Je m'en fous. Il y en a qui débattent avec moi. Je suis comme, hey, si tu réussis, tant mieux. Si tu réussis pas, ça me change rien, tu sais. Mais mettez-vous toujours, n'oubliez pas ce pourcentage de perte qui peut être pas fatal, mais qui peut quand même être énorme. Le fossé, imaginez, je perds 50%, ça me prend 100 pour revenir. Je perds 30%, ça me prend 42,9 pour revenir. Break even, j'ai pas dit de faire de l'argent, break even. Donc c'est cet argent-là qui est stagné là pendant des années et que j'attends. Et si je l'avais mis ailleurs, qu'est-ce que ça aurait donné? C'est la question qu'il faut se poser. Dans un indice, même que ce soit un fonds tout en un, du VQT, un fonds à dividendes qui donne 3-4 de dividendes, tu aurais été plus riche. Des fois, c'est bien de viser des coups de circuit, mais est-ce que ça fonctionne? C'est comme jouer au loto, donc peut-être d'aller au casino, ce serait une meilleure solution. Bref, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que cet petit épisode vous a plu. Je m'étais fixé un 30 minutes maximum. Et puis, voilà, si vous avez des questions, n'oubliez pas, je suis toujours, presque disponible, consultation privée. Je fais aussi des ateliers dans les entreprises, dans les écoles, vous le savez. Si vous avez une piscine, on ouvre des piscines. Si vous avez des jeunes qui aimeraient une franchise parce que
ils aimeraient travailler. On vient de vendre une franchise en Estrie de piscine éclat. Ça aussi, on s'en occupe. Donc, je vous souhaite une belle journée et à bientôt.